Amis de TV Liberté, bonjour. Nous avons ce matin la joie de recevoir Monsieur Jacques Boncompin. Je l'ai déjà reçu. Bonjour Jacques. Bonjour, Anne. Vous ai déjà reçu pour un autre livre très intéressant sur l'épuration des gens de lettres, des écrivains en 1945. Et donc fait à partir de lettres qu'ils avaient dû rédiger pour se justifier d'avoir continué à écrire, comme si un écrivain pouvait s'arrêter d'écrire parce que le pays est occupé. Et c'était un livre très passionnant. Et vous avez entrepris un énorme sujet sur le maréchal Pétain. Qu'est-ce qui vous a pris, quelle mouche vous a piqué de vous attaquer à ce sujet si difficile, si... C'est une continuité. C'est-à-dire que j'ai écrit pendant 40 ans l'histoire de la condition des auteurs des Grecs anciens à nos jours. Évidemment, j'ai traversé l'histoire de France. Et je me suis attardé aux périodes critiques, les guerres, les révolutions, et puis la dernière guerre. Et j'ai creusé, et à force de creuser, j'ai trouvé un gisement exceptionnel, les 2500 dossiers réunis par la Commission nationale d'épuration, chargée par le général de Gaulle de juger en dernier ressort décret qui remonte au 30 mai 1940. Alors, j'ai saisi ces dossiers, j'ai fait une analyse de chacun et... avant, j'ai étudié pourquoi on a voulu épurer, de quelle manière, et puis j'ai cité quantité d'informations que j'ai recueillies en 40 ans, dont 30 de présence à la Société des auteurs. Et là, j'ai découvert une France qui n'est pas celle dont la doxa rend compte. J'ai découvert une situation beaucoup plus complexe. Et c'est ce qui m'a conduit à écrire un nouvel ouvrage sur le maréchal Pétain avec une indignation qui est le rendez-vous maintenant qui est officiel chaque année au moment de l'anniversaire de l'Arabe du Veldiv où il y a je dirais une série un flot de condamnations sans appel déversées en particulier sur le maréchal Pétain. Et le maréchal Pétain que j'ai découvert en élargissant mes recherches ne correspond pas au portrait qu'on en fait. Et je trouve qu'il y a, si je me taisais, je commettais une sorte de délit de non-dénonciation de crime. Et que l'on ne peut pas vivre normalement dans ce pays en s'appuyant sur des comptes rendus qui sont des comptes rendus biaisés, faussés, avec aussi des péchés considérables qui sont des péchés d'omission. Voilà. Et qu'on pêche par, je dirais, le fait que l'on juge cette époque à partir de ce que l'on en connaît aujourd'hui. C'est-à-dire l'anachronisme. Il y a un anachronisme absolument énorme. Et donc, il faut replacer chaque fait dans son époque. Et à ce moment-là, on a une vision qui est plus proche de la vérité. Et on peut, je dirais, contrebalancer l'idéalisme, le côté chevalier blanc du général de Gaulle, par aussi la contribution exceptionnelle du maréchal Pétain, que le général de Gaulle lui-même a reconnu en petit comité. L'épée et le bouclier, selon l'expression. Je dirais que les plus grands défenseurs, les plus grands défenseurs du maréchal Pétain sont successivement Hitler, je dirais le général de Gaulle et Winston Churchill. Ce sont les plus grands panégyristes de, je cite simplement cette citation tardive, 1950 quand même, du général de Gaulle à François Louis II. Oui, il est vrai, le maréchal Pétain
était un monsieur trop grand pour eux, les Français ne le méritaient pas. Signé Charles de Gaulle. Bon, c'est pas ce que l'on entend. C'est pas ce que l'on entend la plupart du temps. Voilà. Absolument. La sagesse lui venait. Voilà. Et ensuite, c'est Hitler, dans son testament dicté à Bormann en 1945, qu'il dit que son grand tort, sa faute capitale, ça a été de s'entendre avec les Français, et que c'est la pire faute qu'il ait faite, et qu'il met en garde les générations allemandes à venir de se préserver à jamais des sirènes françaises. Et ensuite, c'est Winston Churchill qui a dit « Mais pour moi, il est impossible que maréchal de France fût un traître. Je n'ai jamais dit que l'armistice était une trahison. Je n'ai jamais dit que l'armistice était une capitulation. Ce n'est pas ma faute si Paul Reynaud n'a pas transmis mes messages à ses ministres. J'ai trouvé un général français qui le soutenait, je m'en suis servi. » Et là, on voit l'habileté avec laquelle la perfide Albion jouait sur plusieurs registres à la fois. Donc, rien que ces citations devraient permettre aux téléspectateurs de se poser une question et d'avoir envie d'aller un peu plus loin, ce que je leur propose dans ce livre. Alors, vous avez... Ce qui est fatigant, je vous tresse, c'est la permanence et la répétition de ces mensonges qui, tous les jours, vous ouvrez un journal et ce matin... j'ai déjà lu le journal avant de venir. C'était le récit de la destruction du vieux quartier Saint-Jean à Marseille pendant l'occupation. L'article commence par les nazis et leurs alliés français. On n'a jamais vu que le maréchal Pétain était un allié des Allemands pendant la guerre. Tout ça parce qu'on a détruit un quartier qui était un nid de gangsters, probablement de macros, enfin pas probablement, c'est sûr, de macros entraînant et exploitant des quantités astronomiques de pauvres prostituées. Et j'imagine aussi beaucoup d'antifascistes qui étaient partis, qui avaient été nettoyés par Mussolini. Et donc, alors en effet, il y a eu toute une population qui a été expulsée et 800 personnes de déportées. Enfin, le coup de les nazis et leurs alliés français, j'avoue que ça n'est pas passé. Et puis une autre chose, toujours dans le même journal, Matteo Renzi, qui essaye de prendre le pouvoir en Italie, qui dit que, en quelque sorte, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire, le vote populiste va arriver à la stupidité générale. Alors, quand le peuple vote, le peuple est stupide. C'est délicieux, non ? Tout ça pour en venir à la renommée et à la popularité du maréchal Pétain, qui était tout de même absolument énorme. Et c'est l'intérêt de votre livre, c'est que vous nous replongez dans l'époque. C'est donc un arrière-plan extrêmement documenté que personne ne peut contredire. Alors, cette phrase, qui est la phrase de votre titre, « Je brûlerai ma gloire », c'est publié aux éditions Muller, et Muller Éditions, qui est la maison d'édition de Guillaume de Thieulois. Donc c'est un livre à soutenir parce qu'il est extrêmement important. Où le maréchal Pétain a-t-il prononcé cette phrase ? Alors, si vous permettez, je voudrais donner un coup de chapeau à Guillaume de Thieulois, car ce livre a été refusé par l'ensemble de l'édition française. Il n'y a que Guillaume de Thieulois qui ait le courage de le publier. Et encore, sans distributeur, aucun distributeur français n'a voulu distribuer ce livre. Il paraît un petit peu sous le manteau. Donc, on le trouve sur Amazon ? Il appartient aux téléspectateurs, aux auditeurs, de se faire eux-mêmes par le bouche à oreille, dans la mesure où ce livre retiendrait leur attention,
pour qu'il soit un peu connu. On le trouve sur Alors, Amazon on ou le pas trouve, je veux pas, oui, on le trouve sur Amazon. Si les distributeurs n'en veulent pas, on le trouve sur Amazon. Pardonnez-moi, on passe sans problème, on peut l'avoir. J'allais dire un autre mot. On le trouve aussi sur le site de Guillaume de Trouvelin, Les 4 vérités. Bon. On le trouve également sur le site de la Procure. Très pour bien. ceux qui seraient anti-Amazon, il y a un site français. Très bien. Voilà. Alors, et puis on le trouve à la librairie française, à la librairie du dans Quai. toutes les bonnes librairies. Alors, je brûlerai ma gloire. Je brûlerai ma gloire. C'est Pétain qui est sollicité une fois de plus. Il faut voir que Pétain ne s'est jamais mis en avant. Que quand il est fait général pour prendre la tête des troupes à Verdun, la presse n'a même pas une photo du nouveau général pour dire la discrétion, l'humilité de Pétain. Hein. Il détestait le chant « Maréchal, nous voilà ». C'est quelqu'un qui ne se mettait pas en avant, pas du tout. Hein. C'est l'opposé du général de Gaulle. Quand il est parti pour le combat de Chars, est parti avec un journaliste pour chanter ses louanges au quotidien sur le front français. Vous voyez, c'est l'opposé. Donc on est venu le chercher, toutes les mains, disait le président du Sénat, se tendaient vers lui, parce qu'il n'y avait que lui, à ce moment où la France s'effondrait, pour faire l'unanimité. Vous présentez une scène, sa voiture se trouve sur le chemin de l'Exode, et dans un village, tous les gens qui étaient en train de fuir se réunissent autour de sa voiture et lui disent « Maréchal, aidez-nous ». Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la retraite vers Bordeaux, oui. Et sa voiture est reconnue, en particulier, quand il arrive à Briare. Et ces troupes sont canardées par les Stukas sur les routes. Ils harcèlent, y compris les civils. Et puis, devant cette déliquescence, cette situation absolument folle, les civils se tournent. Monsieur le maréchal, monsieur le maréchal, arrêtez ça, arrêtez ça, arrêtez ça. Et je crois que c'est là que se noue dans son être profond la décision de rester avec les Français, quoi qu'il arrive, jusqu'au bout, de partager leur souffrance jusqu'au bout. Et alors, je brûlerai ma gloire. Alors, on vient le chercher et il anticipe tout ce que l'on dit aujourd'hui. C'est un être extraordinairement intelligent, c'est un être visionnaire, qui n'est pas moins visionnaire que le général de Gaulle. Dès juillet 40, il sait que la guerre sera gagnée avec les Américains qui rentreront en guerre. On met en avant la lucidité, à juste titre, du général de Gaulle, qui a ses vertus. Il a tellement ses vertus que c'est le maréchal Pétain qui l'a découvert, qui l'a tiré de la foule obscure, qui en a fait la publicité. Donc, c'est une créature du maréchal Pétain. Mais c'est une créature du maréchal Pétain. Donc tous ceux qui font l'apologie de Gaulle, d'une certaine manière, font l'apologie du maréchal. Donnent raison au choix qu'a fait le maréchal. Simplement, il y a un problème qui est humain. C'est-à-dire qu'il y a la détestation de la personne qui vous a aidé. C'est tout. C'est dans la nature humaine. C'est une sale habitude. Il a compris qu'il est devant les nazis et que face à l'armée nazie, qui est entièrement disponible en France à ce moment-là, il n'y a pas de front de l'Est avec l'URSS ailleurs. Toute l'armée nazie est là. Il connaît les Allemands, quoi qu'on dise. Et il sait qu'il n'est pas possible de tout empêcher comme exaction vis-à-vis des Français, et qu'il va être obligé de mettre les mains dans le cambouis, et que si sa gloire, d'une certaine manière, les intimide et les amène à faire preuve d'une certaine retenue, et cette retenue sera réelle, quoi qu'on dise, elle sera très importante, hein, eh bien, il ne pourra pas tout empêcher, et que, comme il le dit, on me mettra après tout sur le dos. Tout. Il le sait. C'est-à-dire qu'on ne lui fera pas crédit de ce qu'il a empêché et qui est gigantesque. Il le sait, est gigantesque. Jacques, je vous interromps parce que le temps passe très très vite. Je voudrais mettre en valeur toute l'avant-guerre où vous montrez comment les socialistes, et avec à leur tête le cher Léon Blum, on passe en ce moment un livre sur les amours, les dernières amours de Léon Blum. Le problème, c'est qu'il a
interdit la remilitarisation de la France. Il a autorisé la remilitarisation de l'Allemagne et il a empêché que les industries d'armement refonctionnent. Il a cette phrase terrible, chaque fois qu'il est question de démolir l'armée, j'en suis. Oui. Bon, c'est terrifiant. Et il a fallu attendre le 9 mai 1940 pour que Paul Reynaud dise « Nous devons le reconnaître, nous avons délaissé trop longtemps l'idée de patrie. Oui. » C'est-à-dire un jour avant l'effondrement de la France. Oui, oui. C'est-à-dire que toute cette équipe politique a été, c'est important pour aujourd'hui, a été internationaliste, trouvé naturel de s'occuper du monde entier et pas de la France. Que le patriotisme était placé justement partout, sauf en France. Et ça, c'est à nouveau ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, non seulement il faut détruire, ou en tout cas arrêter les industries d'armement, mais il faut détruire ce qui fait le corps de la France, c'est-à-dire sa religion, son sens de la patrie et son sens de la famille. Et vous avez des citations absolument terrifiantes de tous ces braves gens qui sont de bons révolutionnaires. Oui, alors Pétain considère que la France a été grande quand elle respectait sa vocation chrétienne. Il a voulu donc refonder la France et en concertation avec Pie XII, c'est méconnu, il a dégagé une série de principes de solidarité, il y en a 16 que l'on trouve à la page 165 et qui sont, je dirais, qui se démarquent de la Déclaration des droits de l'homme, qui nous mène à l'individualisme forcené, qui conduit à toutes les dérives sociétales. On ne fait plus société aujourd'hui, c'est l'individu qui devient un tyran. Il n'y a que des petits groupes de sociétés qui s'opposent les unes aux autres. Et donc, c'est là que si on voulait, je dirais, rééduquer notre pays, il faudrait s'inspirer de ces principes qui viennent du christianisme et qui ont été dégagés en concertation par le maréchal Pétain avec Pie XII et qui ont été affichés dans toutes les écoles et toutes les mairies. Oui, non, mais c'est pour ça que... C'est ça qu'on ne pardonne pas. Oui, c'est pour ça qu'il est impératif de continuer la propagande. Parce que, évidemment, le combat est là. Le combat, il n'est pas uniquement savoir si c'était bien ou si c'était pas bien, coopération ou pas coopération. Non, c'est tout l'arrière-plan que ça signifie. Nous sommes dans les années 30. Léon Blum écrit « Aussitôt que nous posséderons le pouvoir, nous devrons faire connaître que, mettant la légalité bourgeoise en vacances, nous instaurerons la dictature du prolétariat. » C'est un propos totalement révolutionnaire. Mais Léon Blum est révolutionnaire totalement. Simplement, il veut une révolution non sanglante. Mais il rejoint les communistes. Sauf que les communistes sont prêts à faire couler le sang. Lui, il veut le même résultat sans faire couler le sang. Et puis alors, un anti-catholicisme absolument forcené. Bon, il y a l'affaire des fiches, mais les fiches, c'est-à-dire donc l'interdiction aux officiers allant à la messe de progresser dans la hiérarchie. Mais vous citez un nombre incroyable de petits faits qui s'accumulent les uns les autres, qui sont terrifiants. Cet instituteur, cet fonctionnaire des postes, on lui dit « Vous allez gravir dans la hiérarchie, mais il faut que vous retiriez vos 3 enfants d'école catholique d'à côté. » Et l'écrivain Huysmans a été mis à la retraite anticipée parce qu'il s'était converti au christianisme, c'est tout. Et je dirais, ce combat continue. Et ce combat continue. La même chose. Absolument. On est en plein. Monsieur Vincent Payan a dit tout ce que beaucoup de ses coreligionnaires disent tout bas. Ce que nous voyons, les révolutions sociales que nous voyons, c'est le même courant révolutionnaire. Le problème est là. Le problème est là. La Révolution française est une révolution foncièrement anticatholique. Vous montrez que Painlevé interdit aux soldats et aux officiers d'avoir un signe chrétien sur leur uniforme pendant la guerre de 14. Oui. Alors on les envoie se faire tuer, mais ils n'ont pas le droit d'avoir cette espèce de réconfort qui est leur foi. Mais quand les troupes françaises, sous Mitterrand,
sont allés à l'opération Tempête du désert, Oui. on leur a interdit la même chose, Oui. pour ne pas choquer les Saoudiens, pour ne pas C'est ça. choquer. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous renonçons à nous-mêmes. Oui, oui. Non, mais c'est surtout que... Nous nous effaçons nous-mêmes. C'est ça, au nom de la tolérance et au nom de la tolérance, on est intolérant avec vous, ce qui est quand même d'une hypocrisie, mais délicieuse. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui, bien sûr. Pour ne pas gêner les immigrants, d'une certaine manière, Bien eh bien, sûr. nous devons renoncer à nous-mêmes. Bien sûr, bien sûr. Alors, Ça continue, c'est- vous faites fantastique portrait. Donc vous faites une radiographie de ce temps dans lequel il était, comme dit Lavarande, l'important n'était pas de connaître son devoir, c'était de Savoir où il était. Savoir où il était. La difficulté était ça. C'est Celle-là. Et tous les gens qui sont dans leur charentaise aujourd'hui et qui disent tranquillement il fallait faire ci, il fallait faire ça, ça me paraît toujours un petit peu extravagant. Donc vous faites une radiographie de ce temps extraordinaire, mais vous approchez au plus près aussi de la personnalité du maréchal Pétain avec cette dernière rencontre. Il est en France et les Allemands l'emmènent et il est en liberté surveillée dans un château près de Belfort. Or, ce château est la propriété d'une femme, d'une résistante. Absolument. C'est Madame Louis Villard qui est la responsable de la résistance gaulliste de l'ensemble de l'Alsace-Lorraine. Elle revient dans son château après 7 mois d'internement, de questionnement par la Gestapo. Et elle voit arriver dans la cour de son château les SS qui entourent Pétain. Bon, et là, c'est absolument bouleversant, parce que cette femme va vivre au jour le jour pendant 2 semaines avec le maréchal. Et j'ai pu obtenir des descendants l'autorisation de publier Son récit. son récit. Que l'on ne peut pas lire sans une extraordinaire émotion. Oui, parce elle, après, elle va être prise à partie parce que elle défend Pétain. Elle dit non, cet homme n'est pas un traître. C'est pas possible, c'est pas possible. J'en témoigne. Elle voit au contraire une action de la Providence qui a voulu qu'il y ait à la fois le général de Gaulle qui, de l'extérieur, pouvait continuer à œuvrer comme la France combattante, et de l'intérieur, le maréchal Pétain, qui préserve la société française avec une armée, avec une administration, une structure. Sinon, la France aurait été complètement détruite, absolument détruite. Vous avez aussi une allusion aux hauts fonctionnaires qui dirigeaient tous les grands corps administratifs et qui se sont interrogés. Pourquoi est-ce que nous sommes restés? Et ils ont tous cette réponse. Nous avions un devoir de non-engagement. Ils servent un État. L'État étant demeurant, ils restaient. J'ai trouvé que c'était très, très intéressant. Alors on a demandé, De Gaulle, au fond, ne comprend pas le maréchal. Il le dit au colonel Rémy, je ne comprendrai jamais pourquoi le maréchal Pétain, en 1942, n'a pas rejoint Alger. Tout simplement parce que la vision de Gaulle est une vision personnelle, de carrière, d'arriver au pouvoir, absolument. À la différence de Giraud, qui lui veut libérer la France, sans ambition politique personnelle. Or, De Gaulle, il le dit, il veut être le président de la 4e République. Donc, je ne comprendrai jamais cela. Et il dit, mais Rémy, pauvre Rémy, dans ce cas-là, eh bien, nous n'aurions été plus rien. Les Américains auraient accueilli à bras ouverts le maréchal, les Français d'Algérie, la même chose, les Anglais auraient suivi, et nous, pauvres Rémy, on serait allés garder nos moutons. Or, il faut bien voir que ceci intervient après la rafle du Veldiv. C'est-à-dire qu'il ne considère pas que cette rafle du Veldiv aurait entaché la réputation de Pétain.
Et l'on ne peut pas parler, évidemment, de cette période sans parler de la Shoah, sans parler... Vous en parlez beaucoup, vous en parlez très bien. Parce que c'est une affaire extrêmement complexe, mais je prends la responsabilité de dire et de l'écrire avec des sources que le maréchal a été le plus grand sauveur de juifs, avec Pie XII, de cette époque-là. Ça commence à se savoir, on ne peut plus dire... C'est pour ça que il n'est pas supportable d'en faire des collaborateurs conscients de la Shoah. Ce n'est pas possible. Bien sûr. Et j'apporte aussi pas une nouvelle, non, mais une comparaison. Je pense que ça n'a gêné personne en 1905, quand on a dégagé 40 000 religieux. 40 000 religieux qui ont été déportés. Et des professeurs et des hospitalières et tout. Ça n'a gêné personne à ce moment-là. Ils ont été expulsés. Et je pense que ce qu'on a fait aux catholiques, à ces congrégations, qui a été fait sans pratiquement aucune réaction des gens qui ne l'étaient pas. Bien sûr que les catholiques ont réagi, mais c'était les seuls. Eh bien, le chemin était pris, l'habitude était prise pour expulser après d'autres populations et d'autres religions. Mais ça, c'est l'histoire française qui est idéologisée et qui est sélective. Voilà. On met en avant, pour démonter l'Ancien Régime, le renvoi des protestants. On ne parle pas de la distraction des jésuites et de l'expulsion des jésuites, et on ne parle pas aussi de la déportation des religieux. Bien sûr, bien sûr. Donc vous nous faites encore une fois, vous nous offrez un livre qui rend parfaitement compte de l'état des lieux, l'état des esprits. Vous ne balancez aucune condamnation, vous êtes d'une objectivité extraordinaire, et vous nous offrez beaucoup de portraits, bien évidemment. Il y a le portrait de Laval qui se rapproche énormément de celui qu'avait fait Fred Kupferman, qui était le livre sur Laval qu'il faut lire. Et vous nous assénez tranquillement toutes ces vérités qu'il est bon sans arrêt de redire et de redire sans cesse pour les jeunes générations. Vous allez préparer un autre livre fait uniquement de citations. Nous n'en dirons pas plus, mais je sens que vous avez encore quelques munitions. Il y a des munitions dans votre sac. Il y a un tome suivant qui est encore plus axé sur le procès du maréchal Pétain. Oui. Ce procès, d'ailleurs, a été révélé par l'un des jurés qui avait été choisi parce que c'était un anarchiste plus ou moins communisant, que le tribunal a été composé à charge, uniquement parmi des députés qui avaient refusé les pleins pouvoirs à Pétain. Comme pour le procès de Brasiliac, tous les jurés étaient communistes. Et par des juifs communistes, à charge. Or, il faut savoir que le maréchal Pétain, puisque ce procès faisait apparaître des vérités en faveur du maréchal, a douté à un certain moment du résultat qu'il voulait. C'était une condamnation à mort du maréchal, parce que il dit, si le maréchal est innocent, je n'ai plus de légitimité. Donc il jugeait qu'il fallait, pour des raisons d'État, sa légitimité, que le maréchal soit condamné. Eh bien, ce juré révèle. Il a publié un livre qui s'appelle « Un procès inique » et il révèle qu'au moment du délibéré, le procureur Mornay, qui avait requis la mort, lui dit « il ne faut surtout pas voter la mort » et que tous les magistrats sont là et disent aux jurés « il faut prononcer simplement 5 ans de bannissement. Aucune condamnation de prison, mais qu'on l'expulse pendant 5 ans. » Vous imaginez? C'est absolument incroyable, incroyable. Tellement... Alors, pour moi, il y a 2 poids, 2 mesures. On a mis en péril la défense française avant la guerre de 14 avec l'affaire Dreyfus. Et Dreyfus a obtenu la révision de son procès. Et ce que l'on a accordé à un simple capitaine qui n'avait rien apporté à la France, de notable, si tu veux, eh bien, on le refuse à Pétain,
qui, tout le monde le reconnaît à ce moment-là, en 1917, est le sauveur de la France. Bien sûr. Hein, Bien sûr. le sauveur absolu. Eh bien, systématiquement, cela a été reposé. Et je dis pour moi qu'il y a là quelque chose d'absolument inéquitable et que le maréchal Pétain devrait faire l'objet d'un nouveau procès compte tenu de toutes les informations dont nous disposons aujourd'hui. Et cela lui est refusé. Parce que c'est une raison d'État. C'est terrible. Il faut absolument qu'il soit coupable. Parce qu'il faut que vous sachiez, chers amis de TV Liberté, que tous les acteurs de ce temps ont écrit, ils ont rédigé des souvenirs, des lettres, et que cette fantastique manne historique vient à jour. Ces gens meurent et ils laissent en fait à leurs héritiers le devoir de publier. Donc il y a des tas de documents qui viennent éclairer considérablement cette situation. Et qui pour la majorité sont à décharge. La majorité sont à décharge, absolument. Jacques Beaucompin, on vous écouterait pendant des heures, mais il vaut mieux que nous vous lisions. Je rappelle, vous avez publié « Je brûlerai ma gloire » aux éditions Muller. On le trouve partout, dans toutes les bonnes librairies et sur Amazon. Merci beaucoup, Jacques. Merci à vous de m'avoir donné la parole, ce qui est sans prix. Et puisque... je crois, si vous voulez, qu'aucune idée politique d'aujourd'hui ne pourra être correctement conçue tant qu'on n'aura pas dit la vérité sur cette dernière guerre. Ces mensonges polluent irrémédiablement l'atmosphère, et tant qu'on n'aura pas dit la vérité, la France ne sera pas en état d'être gouvernée. Voilà. Le drame, c'est que le général de Gaulle, pour des raisons personnelles de supplanter le maréchal, a noirci et accusé publiquement son pays de crimes qui n'avaient pas été commis. Et ça qui est terrible. Et qu'il est insupportable de voir la France périodiquement accusée de tous les maux de la terre, les dernières accusations étant les accusations de crimes contre l'humanité en Afrique. C'est une habitude maintenant, tous les 6 mois, il y a une nouvelle accusation. Merci beaucoup, Jacques. Charles Barès, le plus grand résistant d'Alsace-Lorraine, a dit que tous les Alsaciens lorrains, quand il y a eu l'armistice, ont dit que cet armistice avait été obtenu par Pétain et que lui seul pouvait obtenir cet armistice. Et cet armistice qui a été condamné par De Gaulle, tout le monde aujourd'hui, les grands historiens étrangers, les plus grands historiens allemands, considèrent que c'était une victoire extraordinaire de Pétain. C'est une victoire capitale qui est aussi importante que Verdun. Bien sûr. C'est-à-dire l'armistice n'est pas une capitulation, l'armistice n'est pas une trahison, l'armistice a fait gagner au moins 2 années de libération de la France en préservant tout l'Empire où il n'y avait aucune présence allemande. Et épargner un certain nombre de vies de Français, mais ça tout le monde s'en fout. Du moment que l'idéologie fonctionne, on peut tuer des gens, ça n'a aucune importance de tuer des hommes. Voilà, et je rends hommage justement à tous ces bons Français qui sont restés sur place pour maintenir ce pays et qui ont été blâmés et qui aujourd'hui encore sont vilipendés alors qu'ils ont été des sauveurs de notre pays, aussi bien que des résistants qui sont tout à fait estimables. Bien sûr. Et je dirais même le premier résistant, ça a été Pétain. Et le premier réseau, c'est le réseau d'Ingler, où il donne 500 000 francs de l'époque, avec le réseau le plus efficace, qui dès novembre 40 permet de révéler aux Alliés l'opération Barbarossa. Donc c'est Pétain le premier qui informe les Alliés, bien avant De Gaulle, de l'opération Barbarossa. Parfaite conclusion. Merci Jacques Beaucompin. Merci à vous. À très vite, chers amis de TV Liberté.